Chers membres de l'Académie Lorraine des Sciences, vous connaissez évidemment déjà très bien Pierre Zec, donc je vais être court. Pierre est né le 10 mars 1945 à Dudelange, dans le sud du Luxembourg. Après son école primaire, il fréquente comme lycée l'Athénée Grand-Ducal à Luxembourgville, où il réussit son baccalauréat en 1965. De 1966 à 1973, il passe ses études universitaires aux universités de Nancy et de Metz, études qu'il clôture avec une maîtrise en chimie et un DA en chimie hétérocyclique. En parallèle, il passe par les examens nationaux luxembourgeois qui lui confèrent le titre de docteur en sciences naturelles, spécialité chimie. Il réussit les examens de professeur d'enseignement secondaire et supérieur luxembourgeois et commence en 1973 des enseignements en chimie au cours universitaire du Centre universitaire de Luxembourg. En parallèle, il poursuit des travaux de recherche en synthèse organique à l'Université de Metz. Nommé professeur de chimie au centre universitaire en 1980, il est élu en cette même année doyen du département des sciences, fonction à laquelle il est réélu jusqu'en 2003, année de la création de l'Université du Luxembourg. À cette même université, il continue à enseigner la chimie générale, organique et biologique jusqu'à sa retraite en 2010. En 1987, il est aussi élu président du centre universitaire lui-même, mandat qu'il assume jusqu'en 1997. En parallèle, Pierre Zec est membre du conseil d'administration du centre de recherche publique Gabriel Lippmann et membre du conseil d'administration du centre de recherche publique Santé. En 1980, il devient secrétaire général de la section des sciences naturelles, physique et mathématiques de l'Institut Grand-Ducal, dont il assume la présidence de 1998 à 2022. Et depuis 2014, il est membre d'honneur de l'Académie Lorraine des Sciences. En outre, il est aussi membre correspondant de l'Académie nationale de Metz. Pierre Zec s'est beaucoup engagé au développement des études universitaires au Luxembourg et au développement d'une recherche scientifique appliquée dans le pays. De nombreuses décorations nationales et étrangères honorent cet engagement, parmi lesquelles il y a lieu de relever la Légion d'honneur française. Pierre Zec est marié et père de 2 enfants, une fille qui a fait la cardiologie et un fils qui est substitut auprès du procureur. Et avec ça, je lui donne donc la parole pour sa conférence « Le vieillissement et vous ». Voilà, merci Lucien pour cette présentation. Cher ami président, chers consoeurs, chers confrères, merci de me permettre de faire une communication qui nous concerne toutes et tous. C'est en fait ma deuxième communication ici à la tribune de la ALS. La première date de 2005, lorsque j'ai parlé à l'époque de Gabriel Lippmann, un prix Nobel de physique de 2008, né au Luxembourg, à Luxembourgville, à Bonnevoie, mais de nationalité française, puisque les parents étaient français. Par contre, comme vous le savez, nous avons eu enfin, en 2011, un luxembourgeois qui aussi a obtenu le prix Nobel de médecine en la personne de Jules Hoffmann et qui a été admis ici comme membre d'honneur en 2014, lorsque nous avons fêté les 10 années de notre accord ALS, section des sciences de l'Institut Grand-Ducal. Donc, après mes recherches en chimie hétérocyclique, terminées il y a 15 années, j'ai mis au point quelques communications sur les sujets donc, qui nous concernent toutes et tous, notamment le sujet du vieillissement. En effet, nous sommes toutes et tous concernés, et c'est un sujet qui a, depuis, comme dirais-je, l'existence de l'Homo sapiens, qu'il a tracassé le vieillissement d'une part, mais aussi la mort. Et vous savez qu'il y a eu donc toute une dimension historique, avec notamment les anciens Égyptiens, avec la préparation des momies, etc., pour donc conjurer, si vous voulez, la fin sur cette planète.
Une autre image qui est donc tout à fait intéressante, c'est ce tableau de Lucas Cranach, l'Ancien, la fontaine de Jouvence. Vous voyez donc un peu des dames un peu âgées et qui donc, après avoir pris le bain en question, sortent comme jeunes filles, voire dames, pour après festoyer et autre chose. Alors, nous allons parler donc du vieillissement et nous allons donc voir un peu les quatre, disons, approches. Qu'est-ce que c'est le vieillissement? Pourquoi un organisme vieillit-il? Que peut faire l'homme et la femme pour bien vieillir? Et finalement, que peut faire l'homme et la femme pour ne pas mourir? Alors, commençons par qu'est-ce que le vieillissement? Le vieillissement est en fin de compte à la fois pour la matière non vivante et pour la matière vivante un passage d'une forme plus structurée, donc une forme avec plus d'ordre, à une forme moins structurée, donc une forme avec plus de désordre. On parle de plus d'entropie pour le physicien. C'est un peu la loi universelle où vous avez donc ce combat, entre guillemets, entre ordre et désordre. C'est un peu les yin-yang, si vous voulez, d'une part, mais aussi, donc, après le Big Bang, qu'on ne s'explique pas encore très bien, il y a eu comme un excès de matière, alors que normalement, on aurait dû avoir autant de matière que d'antimatière, donc que de l'énergie, mais il restait donc un peu de matière, à partir de laquelle tout l'univers, notre univers, s'est développé. Donc, là aussi, donc, pour le vieillissement, vous avez cette problématique ordre-désordre. Ensuite, les organismes donc, qui se multiplient par voie asexuée, les bactéries et aussi quelques pluricellulaires, comme par exemple le polype d'eau douce, vieillissent mais ne meurent pas. En effet, donc, les cellules donc, se multiplient, et notamment pour le polype d'eau douce, il y a un bourgeonnement qui fait qu'il y a de nouveaux donc, espèces. Et aussi, vous trouvez la même chose dans le domaine des végétaux avec le bouturage. Par exemple, là aussi, vous multipliez un peu les individus sans donc avoir un mécanisme sexuel. Par contre, dès que vous avez une multiplication sexuée, eh bien, il y a un vieillissement et mort. C'est un peu le mythe du paradis, lorsque Adam et Ève sont là au départ, et sont donc, disons, innocents. Et après, donc, après avoir mordu la fameuse pomme en question, découvrent la sexualité et sont chassés du paradis pour mourir après. Il y a finalement deux mécanismes à la base du vieillissement d'un organisme, une programmation cellulaire de la mort via le vieillissement et un dérèglement du fonctionnement moléculaire correct de la matière vivante qui constitue donc cet organisme. La programmation de la mort cellulaire, qui se fait par apoptose, via le vieillissement, se fait par des gènes spécifiques, les télomères. Ces télomères, ce sont des capuchons, si vous voulez, qui coiffent un peu les chromosomes, et à chaque division cellulaire, sont diminués, sont amoindris. Et donc, après un certain nombre de cycles, si vous voulez, ces télomères disparaissent et il y a donc l'apoptose, donc la mort de la cellule. Cela, maintenant, peut être, si vous voulez, contrebalancé par une enzyme. Une enzyme, vous vous rappelez, est une molécule qui est catalytique, qui catalyse les réactions, et toutes nos réactions dans nous-mêmes sont catalysées par des enzymes, qui sont en fait des ensembles d'acides aminés, donc des protéines de quelques 130 unités d'acides aminés. Eh bien, cette télomérase est très spécifique. C'est une riboenzyme. Une enzyme, en fait, très ancienne, parce que normalement, les enzymes uniquement sont protéiniques, et là, la télomérase a à la fois une partie ARN, donc acide ribonucléique, et une partie donc protéinique. Et donc, elle a sa propre trame. Donc, elle peut donc, si vous voulez, renouveler les télomères à base donc de cette trame d'ARN. La télomérase, en fait, l'action est limitée à des cellules
très important pour l'organisme. D'abord pour les cellules germinales, donc les spermatozoïdes, les ovules, mais aussi pour des cellules qui produisent, si vous voulez, des tissus très importants, comme par exemple les cellules multipotentes qui produisent les globules blancs, les leucocytes par exemple. Donc cette télomérase intervient donc pour seulement, si vous voulez, des tissus très spécifiques en nous. Normalement, les autres tissus, les cellules donc meurent après donc un certain nombre de divisions, ce qui fait que le corps, en fin de compte, est après quelques dizaines d'années complètement renouvelé. Le dérèglement maintenant du fonctionnement de la moléculaire correct de la matière vivante peut se faire par une mauvaise programmation de la synthèse d'une ou plusieurs molécules composant ces rouages. C'est notamment le cas pour les maladies génétiques. D'autre part, le dérèglement se fait par ingestion ou la production des substances qui dérangent le bon fonctionnement de la matière vivante, donc des substances toxiques, si vous voulez, pour l'organisme. Ces substances toxiques ou toxines peuvent être donc à la fois ou séparément être ingérées lorsqu'un organisme vivant parasite l'environnement, et ça c'est la règle, puisque l'ordre dans les cellules est maintenu par les aliments finalement qui nous apportent l'énergie nécessaire pour cet ordre, et donc avec les aliments on peut donc aussi ingérer des toxines. Ou ces toxines peuvent être aussi passées à travers les membranes protectrices de l'organisme vivant, dans le sang via une blessure, via les poumons par inhalation, être produites par l'organisme vivant, par exemple sous l'effet des radiations énergétiques auxquelles est exposé l'organisme. Je pense aux radiations radioactives, aux radiations électromagnétiques, voire les rayons X, ou être produites par l'organisme en tant que déchet de son fonctionnement normal. Et ça, c'est un peu la règle. En effet, la production de toxines en tant que déchet est finalement très commune. Cette production donc se fait notamment lors de la respiration cellulaire, qui consiste donc à transférer des électrons d'un substrat donneur, notamment l'hydrogène, qui provient des aliments, sur un substrat accepteur, normalement l'oxygène. Tout cela se passe, on le verra, dans les fameuses mitochondries, qui sont donc des organites de nos cellules, qui d'ailleurs sont programmés uniquement du côté féminin par nos mères, et avec sa fameuse chaîne respiratoire. Il se forme en fin de compte de l'eau avec une libération d'énergie, c'est un peu comme les piles à combustible, qui donc dans l'organisme est stocké sous forme de liaisons chimiques, les fameuses ATP de adénosine triphosphate. Les déchets sont constitués le plus souvent des fameux radicaux libres. Ça veut dire des atomes ou des morceaux de molécules portant un électron excité, ça veut dire un électron qui a trop d'énergie. Voilà quelques exemples. Vous avez ici un oxygène qui porte cet électron excité, voilà un oxygène singulier, voilà un oxygène donc biatomique, et voilà un radixal hydroxyle aussi avec son électron excité. Donc ces radicaux libres font n'importe quoi. Elles réagissent avec tout ce qu'il y a dans la cellule et donc dérèglent les mécanismes normaux dans nos cellules. Tout ça se passe donc, encore une fois, dans les mitochondries que vous voyez ici et dans cette chaîne respiratoire. Et il faut remarquer aussi que les maladies neurodégénératives, comme notamment l'Alzheimer, sont aussi donc un peu à l'origine ces radicaux libres, si vous voulez, qui font que la cellule et les neurones sont dérangés et produisent les fameuses bêta-amyloïdes, voire les protéines tau. Alors, que peut faire maintenant l'homme et la femme pour bien vieillir? Eh bien, on peut intervenir sur la programmation de la mort de l'organisme, d'une part, donc, ou bien intervenir sur le dérèglement du fonctionnement de ce même organisme. Le fonctionnement, si vous voulez, ou l'intervention sur la programmation de l'organisme se fait par la manipulation de la fameuse télomérase. Ceci est une chose donc à double tranchant.
En effet, la télomérase, si vous voulez, qui donc régénère les télomères, le fait dans les cellules, comme je l'ai dit, qui nous importe beaucoup. Mais aussi, elle le fait dans les cellules des cancéreuses, dans les métastases. Donc, si on manipule une télomérase, on peut avoir aussi, si vous voulez, le risque de faire un cancer. Actuellement, il y a plein de recherches dans ce domaine et on arrive à manipuler la télomérase, notamment avec un médicament qui s'appelle imetelstat, qui est utilisé notamment contre les leucémies. Les leucémies aussi sont des cancers, comme vous le savez, et donc on bloque un peu dans les leucémies, dans les leucocytes, on bloque un peu cette télomérase pour donc stopper le cancer en question. On a aussi fait l'expérience avec les souris. Les souris sont tout à fait intéressantes. Elles font des télomères très grands au départ, des télomères mais qui après rapidement se dégénèrent ou deviennent très courtes. Et on est arrivé, notamment avec une molécule qui s'appelle le taxomifène, à renverser un peu, si vous voulez, cette destruction des télomères. Mais tout ça, c'est donc sur les souris et pas encore sur l'homme. Donc ça reste, si vous voulez, un problème à voir, mais on peut déjà aussi soigner notre télomérase à nous, notamment via un comportement physique, sport, etc., ou aussi via les aliments. En effet, on a démontré qu'une consommation régulière de café, par exemple, est très bon pour la télomérase, de même que des vitamines du type, toutes les vitamines en fait, mais surtout les A, E, etc., et les D sont intéressantes, de même que le ginseng, par exemple, aussi. Et donc, il y a toute une approche alimentaire aussi qui permet de soigner un peu notre télomérase. L'autre approche est l'intervention donc sur le dérèglement du fonctionnement moléculaire, donc en évitant un maximum l'ingestion des toxines, en évitant un maximum la production de toxines et en favorisant au maximum l'élimination des toxines qui se trouvent dans notre organisme. Donc, comment faire pour éviter, si vous voulez, ces toxines? Donc, une ingestion de nourriture avec un minimum de toxines, un soin correct des blessures et un minimum d'inhalation des toxines. Pour éviter donc la production de toxines dans notre organisme, on peut donc bien sûr éviter de s'exposer à des radiations radioactives, voire électromagnétiques, et aussi une réduction maximale de production de radicaux libres. Et ça se fait d'abord en mangeant un minimum. Donc, en effet, plus on mange, plus on produit, si vous voulez, des radicaux libres. Et notamment aussi avec l'âge. Avec l'âge, donc, on produit beaucoup de radicaux libres qui ne sont plus, si vous voulez, détruits par les mécanismes inhérents à nos cellules. En effet, la nature a prévu dès le départ des mécanismes pour détruire ces radicaux libres. Il y a toute une série d'enzymes qui s'appellent superoxydase, dismutase, catalase, etc., glutathion, peroxydase, qui, si vous voulez, éliminent déjà ces radicaux libres. Et ces enzymes sont bien sûr plus actives dans les jeunes que dans les personnes plus âgées. Ensuite, bien sûr, en ingérant un maximum de substances destructrices des radicaux libres, comme les vitamines A, C, E, qui sont des vitamines donc réductrices en fin de compte. Finalement, on peut favoriser au maximum l'élimination de toxines par une bonne circulation sanguine. Donc, c'est tout à fait banal, avec les sports, avec des massages, avec le changement froid-chaud, sauna, cure-kneipe, etc. Et pratique du yoga éventuellement, et pas oublier un bon sommeil. Le sommeil, en effet, est très important aussi pour éliminer les radicaux libres, puisque l'organisme se repose et arrive ainsi à éliminer ces mêmes radicaux libres. Finalement, que peut faire maintenant l'homme ou la femme pour ne pas mourir? Eh bien, il y a actuellement trois options qu'on peut encore discuter. La première, c'est cette conservation cryogénique. La deuxième, c'est le transfert de la conscience sur un subordinateur. Et la troisième, c'est le clonage. Alors revenons un peu
sur la première, cette conservation cryogénique est en fait, si vous voulez, quelque chose qui date déjà de quelques 55 années. Ça a commencé en 1967 avec une première cryogénisation du professeur James Bedford. D'ailleurs, on parle du phénomène Bedford, qu'on a donc plongé dans de l'azote liquide. Donc, ça veut dire qu'on est à pratiquement à moins 200 degrés Celsius, et donc toute la matière organique donc, est complètement congelée. Le problème à l'époque, qu'on arrivait moins bien à gérer, c'est que lorsque vous faites cela, même en plongeant rapidement, si vous voulez, un tel organisme dans l'azote liquide, vous produisez des cristaux d'eau. En effet, vous êtes plein d'eau, vous le savez, et donc ces cellules alors sont déchirées par ces cristaux d'eau, notamment les neurones. Tout ça a été quand même amélioré avec, si vous voulez, le remplacement de notre sang par une sorte, disons, du glycogène, en fait, pas de glycérine, ou encore d'autres substances qui sont une sorte d'antigel, si vous voulez. Donc, on a ainsi, si vous voulez, on arrive à ce qu'on appelle une vitrification. Donc, on ne parle plus aujourd'hui de cryogénisation, mais plutôt de vitrification. Tout ça semble être intéressant. En effet, on a réussi à vitrifier ainsi des organes, comme le rein, par exemple, qu'on a ainsi vitrifié et décongelé et qu'on a réimplanté à des animaux, et ça a fonctionné. D'ailleurs, la cryogénisation a été pratiquée depuis longtemps pour conserver notamment des cellules, comme des spermatozoïdes ou des ovules, voire des tissus, etc. Donc, mais cette vitrification, là, c'est une promesse intéressante pour nous conserver. Le problème, c'est que il faudrait donc, si vous voulez, vous vitrifier très jeune, parce que si vous êtes déjà très âgé, être réveillé après 50 années avec votre corps qui est déjà un peu, disons, en décrépitude, ça ne joue plus tard. Donc, affaire à suivre. La deuxième chose, c'est ce fameux transfert sur l'ordinateur. Ça aussi est en pleine évolution. Il y a déjà ce qu'on appelle le mind uploading. Ça veut dire on peut, si vous voulez, via des implants, d'abord via seulement des contacts avec des électrodes sur la tête, voire des implants dans le cerveau, on peut diriger ou gérer un ordinateur. Et ça se fait par des personnes qui sont tétraplégiques, qui ainsi, si vous voulez, peuvent, via ce mind uploading, gérer l'ordinateur, voire s'exprimer, si vous voulez, via ce lien. Pour le transfert de la conscience, notre conscience complète sur un superordinateur, c'est un peu le science fiction. Hein. En plus, si vous êtes transféré comme ça sur un superordinateur, c'est la conscience du moment actuel, donc il n'y a rien de nouveau qui va s'ajouter, donc vous tournez en boucle, si vous voulez, avec les mêmes souvenirs, donc c'est peut-être pas intéressant. Last not least, il y a, si vous voulez, le clonage. Le clonage aussi est quelque chose de très ancien, en fin de compte. Je vous rappelle que Jean Rostand, qui était un des premiers qui a fait un clonage de batraciens, c'était dans les années 50. Et ensuite, il y a toutes ces approches qui ont abouti finalement au clonage de la fameuse brebis Dolly. Hein. Là aussi, on avait fait une petite erreur. On a pris, si vous voulez, des cellules qui étaient déjà trop vieilles, ce qui faisait que Dolly est morte assez rapidement du fait qu'elle avait des cellules très vieilles. Comment fait-on un clonage? Mais il faut prélever le noyau d'une cellule et l'implanter dans un ovule, un oocyte, si vous voulez, et ensuite l'implanter dans l'utérus d'une dame, et ensuite vous aurez donc un être qui sera identique. Problème, il faut donc avoir des cellules très jeunes. Ça veut dire, si vous n'avez pas fait préserver par vos parents des cellules lors de votre naissance, c'est un peu trop tard pour vous faire cloner. Hein. Par contre, vous pouvez penser à vos petits-enfants, etc., si on fait cela. En fin de compte, vous aurez un être donc, qui est tout à fait identique à vous-même, sauf que, bien sûr,
la vie et toute l'éducation, avec sa approche épigénétique, va quand même changer un peu, si vous voulez, le caractère de cet être cloné. Last not least, il faut vivre tout simplement longtemps, sans prendre l'âge et mourir en bonne santé. Je vous remercie. Je reste à disposition pour les questions et si vous voulez faire aussi poser des questions par email, donc en me faisant un message sur pierre.sec@uni.lu. Je vous répondrai dans la mesure du possible. Merci. Merci Pierre. Je suis sûr que ça suscite au moins des questions, voire des questionnements. Jean-Pierre. Merci pour cette excellente communication. Alors, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Il y a un célèbre biochimiste qui s'appelle Radman et qui est prof de biochimie à Split et qui dit en Croatie et qui disait « Nous vieillissons parce que nos protéines rouillent ». Rouille, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le problème des radicaux libres. C'est le problème des radicaux libres, les protéines. Oui, justement. Alors, justement, oui. J'allais rejoindre. Ce qu'il dit là rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que, effectivement, il rouille pourquoi? Il y a une oxydation. Voilà. Donc, finalement, les radicaux libres sont à l'origine de cette situation-là. Et qu'est-ce qui est touché? C'est surtout les protéines, néanmoins. Hein? Tu as parlé de télomérase. La télomérase, c'est une enzyme protéique. Non? Riboenzymate. Oui, mais protéique aussi. Oui. Donc voilà. En partie. Alors évidemment, si la télomérase diminue, on va vieillir. Hein? Oui. Voilà. Oui. Alors, entre parenthèses, il y a quelqu'un qui disait, il y a le professeur Boulanger, Paul Notte, qu'on connaît, il disait la chose suivante, il y a une méthode pour garder la forme, c'est méditer. Oui. Méditer en pleine conscience, surtout, ça agit au niveau, paraît-il, des télomères. Tout à fait. Et, comme le yoga. J'avais... Oui, absolument. Donc, c'est l'extrémité des chromosomes. Hein? Et la méditation, semble-t-il, ralentirait le raccourcissement. Ça va dans le bon sens. Oui, absolument. Donc, pourquoi? Parce que dans ces conditions, on régule le stress, hein, bien sûr, et le stress augmente le vieillissement. Tout à fait. Bien sûr. Augmente la production des radicaux libres et donc... Oui. Du cerveau, le vieillissement surtout du cerveau. Est-ce qu'on pourrait passer à la question, Jean-Pierre? Oui, voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui. Merci Pierre pour ton... Tu es toujours aussi passionnant. Tu nous as dit qu'il y avait eu vitrification d'organes. Est-ce que les chercheurs ont cherché à vitrifier un organisme complet, je sais pas, une souris ou une... D'après ce que c'est sur le rein. Ils ont des reins qui ont été vitrifiés, décongelés et réimplantés dans des animaux. Est-ce qu'on l'a fait pour une souris complète? Je n'ai pas maintenant connaissance sur des animaux complets. J'en sais pas. Ouais. Une autre dernière question? Jean Leblanc. Oui, en complément de la conférence de Pierre, vous pouvez aussi trouver sur notre site internet la conférence d'Athanas Benetos qui a travaillé surtout sur les télomères, qui est un des grands spécialistes internationaux sur les télomères. Et on sait que les télomères, nous avons chacun nos télomères, ils se réduisent plus ou moins vite et qu'il y a 60% de cette réduction qui est d'origine génétique. Et le reste, comme l'a très bien dit Pierre, ça vient de l'environnement. Mais avant de pouvoir renaître, comme tu nous l'as proposé par 3 méthodes, quels sont tes conseils pour vivre plus longtemps? Vivre sainement. Donc ça veut dire faire, comme je l'ai dit, hein, éviter un uptake donc, de toxines, hein, comme je l'ai expliqué, et donc éviter de produire des radicaux libres, par toutes les techniques que j'ai un peu... Et ensuite, éliminer les radicaux libres, notamment soit via des compléments alimentaires, comme les vitamines, entre autres, voire le ginseng ou autres substances alimentaires, et aussi donc par une bonne circulation sanguine. Donc ça veut dire aussi
du mouvement physique, donc des sports, à notre âge, donc en toute limite, et donc aussi par massage, par, si vous voulez, sauna, etc. Donc un comportement donc, où l'organisme est aidé, si vous voulez, à faire circuler le sang. Concernant le sommeil, oui, le sommeil est essentiel. Hein. Et le sommeil, donc, un bon sommeil est aussi donc d'abord à réduire dans la production de radicaux libres et aussi pendant le sommeil, donc on élimine tout simplement aussi les radicaux libres et aussi les enzymes donc intérieures, donc dismutase et compagnie, vont aussi éliminer ces mêmes radicaux libres pendant le sommeil. on a intérêt à dormir plus longtemps. Oui, très bien. En plus, il y a des médicaments aussi qu'on a mis au point donc, pour augmenter la longévité. Si vous regardez ça un peu sur Internet, vous trouvez des médicaments, notamment aussi, c'était important, c'est la gestion du glucose. Ça aussi, j'ai oublié. La gestion du glucose, ça veut dire avoir un minimum de glucose dans le sang. On peut faire ça notamment par des substances, des molécules comme le glucophage. Le glucophage, hein, qui est une molécule très simple, mais qui agit très bien contre, si vous voulez, un trop de glucose. Et actuellement, par les nouvelles molécules du type sémaglutide. Le sémaglutide, via donc Ozempic, d'une part, ou Wegovy, aussi est très intéressant pour gérer le glucose et ainsi prolonger la vie. Il y a d'autres molécules, comme j'ai vu ça un petit peu ici sur l'Internet, qui sont plus disons, exotiques. Hein. Je crois que Jean-Claude Derrien m'a... Je voulais juste dire que pour trouver la conférence de M. Benetos sur le site web, vous tapez télomère dans le petit moteur de recherche qui est installé et vous l'avez immédiatement. Je viens de le faire, pour vérifier. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je rends la parole. Ah, il y a encore une dernière question. Concernant la quête de l'immortalité, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est peut-être la pire catastrophe qui pourrait arriver à l'humanité? Tout à fait d'accord. Merci. Merci à Pierre, encore une fois, et à vos questions.